Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors c'est l'un des groupes de rock breton qui a la plus longue durée de vie puisqu'il fête ses 20 ans cette année, l'occasion d'un 6e album pour le groupe Merzine. Vous l'aurez reconnu bien sûr, nous parlerons donc de son secret de longévité avec Pierre Le Bourdonnec et Jean-Christophe Colliou, respectivement chanteur et batteur de Merzine. Bonjour messieurs. Bonjour. Et puis, comme chaque mardi, vous retrouvez la rubrique L'Instant Coup de pouce, c'est en fin d'émission. Et aujourd'hui, nous y accueillons Nicolas Diaz. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous nous parlerez d'un projet d'imprimante 3D en libre service à la Maison du Libre à Brest. Et puis, Julie Sicot est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Ce mardi, l'Assemblée nationale a publié le détail de l'utilisation des réserves parlementaires. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une réserve parlementaire, Julie ? C'est une réserve d'argent, Pauline, attribuée chaque année aux élus. Les parlementaires doivent la redistribuer ensuite sous forme de subventions à des collectivités ou à des associations. Alors ils peuvent la distribuer dans son intégralité ou non. Alors de combien disposent nos parlementaires ? Eh bien 130 000 € par député. Ils sont 8 dans le département, on le rappelle. Patricia Adam et Jean-Jacques Urvoas sont un peu plus parce qu'ils sont tous les deux présidents de commission. Ils disposent donc de près de 260 000 €. Et les 4 sénateurs du Finistère peuvent, eux, distribuer chacun près de 160 000 €. Alors pour obtenir cette réserve parlementaire, les associations peuvent solliciter leur député via un dossier ou alors le député choisit lui-même l'association ou la collectivité qu'il a envie de soutenir. Le député Richard Ferrand nous indiquait par téléphone que celui-ci refusait environ les 2/3 des demandes d'associations ou de collectivités. Mais tout cela est transparent. Depuis 2013 seulement, les citoyens peuvent savoir qui a donné quoi et à qui. L'argent et son utilisation sont ensuite contrôlés par un service du ministère de l'Intérieur. À aucun moment, les élus ne possèdent cet argent. Il faut le préciser, ça transite de caisse de l'État aux associations ou aux collectivités. Les informations sont à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on écoute justement Jean-Luc Blonven, député du Finistère. Il nous explique comment lui choisit de distribuer cet argent. Pour moi, l'intérêt aussi de cette réserve parlementaire, c'est que publiant un appel à projet, on fait remonter donc beaucoup de propositions. Donc cette année, j'ai eu plus de 80 propositions. Donc je peux en retenir que 20. Donc je peux retenir que 20 associations et 7 collectivités. Donc c'est pour ça que j'avais fait constituer donc un jury citoyen avec quelques citoyens du territoire qui m'aident à faire ces choix. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que effectivement tout ça se fait vraiment en toute transparence. Et effectivement, je crois que la réserve parlementaire avait vraiment besoin d'être toilettée et remise en cause. Alors justement, Julie, comment les députés répartissent leurs réserves parlementaires ? Alors les 2 plus gros soutiens cette année sont Jean-Luc Blonven avec 28 subventions attribuées et Richard Ferrand juste derrière avec 26 subventions. Celui qui a soutenu le moins d'associations est Gilbert Lebris avec 9 subventions, mais qui dit moins d'associations, moins de dons, dit plus d'argent. Alors à chacun sa philosophie. Les mairies sont parmi les premiers bénéficiaires de ces réserves parlementaires. Ça représente par exemple la quasi-totalité des subventions données par Annick Leloc ou Chantal Guittet. Et puis on peut aussi voir dans ces donations quelques passions. On imagine que Patricia Adam doit sans doute beaucoup aimer la voile puisqu'elle soutient à hauteur de 70 000 € ce domaine. Jean-Jacques Urvoas, le nouveau ministre de la Justice, était déjà attaché à ce sujet puisqu'il a attribué des subventions à des associations qui travaillent autour de la prison ou encore du droit. Et pour information, certains députés que l'on a contactés aujourd'hui seraient favorables à la suppression de la réserve parlementaire comme Richard Ferrand ou Chantal Guittet. Ils préféraient que cet argent aille directement dans un fonds de dotation et notamment celui pour la dotation des équipements des territoires ruraux. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations. Vous connaissez sûrement cette petite plante qui couvre le sol de certains jardins, la griffe de sorcière. Cette plante grasse originaire d'Afrique du Sud qui se plaît très bien en Bretagne et trop même à tel point qu'une association organisée dimanche à la pointe de Peraridi à Roscoff une séance d'arrachage. Frédéric Lorenzon a rencontré les bénévoles en action. La pointe de Peraridi est un petit coin de paradis qui offre une vue enchanteresse sur la baie de Roscoff. Mais cet écrin naturel est entre les griffes de sorcières. La plante grasse d'ornement a envahi les lieux. La SSR, l'association de sauvegarde du patrimoine roscovite, organisait donc dimanche une opération d'arrachage de cette plante encombrante. Les échanges que nous avons eus avec le conservatoire, il est apparu qu'ils souhaitaient remettre en état d'origine, des plantes d'origine, ce site. Et il y avait prolifération anarchique des griffes de sorcières. Et donc de ce constat, nous avons proposé notre
participation et l'offre de nos bénévoles pour une première opération. Comme sur le littoral méditerranéen, les griffes de sorcières sont considérées comme espèces invasives. Une espèce invasive, c'est une espèce qui vient d'un autre endroit, donc qui a été importée par l'homme et qui nuit à la flore ou à la faune, peu importe du milieu dans lequel elle est introduite. Ces élèves du lycée horticole de Sucigno à Morlaix sont venus prêter main forte aux bénévoles. Ils ont fait l'étude du site avant de passer aux travaux pratiques. On a travaillé sur un projet tutoré au tout début en fait, dans le cadre de notre formation. Et aujourd'hui, en fait, le but c'était de parvenir à l'arrachage de la griffe sorcière. C'était vraiment un projet qui visait à sensibiliser les gens en fait, sur toutes les plantes exotiques envahissantes qui peuvent exister en Bretagne et en France. Sur ce site de 5 hectares acquis par le Conservatoire du Littoral en 2010, les élèves de Sucigno évaluent à 40% la surface recouverte par les griffes de sorcières. L'arrachage entre donc dans une démarche d'aménagement du site au naturel. Pour cela, des travaux ont été réalisés d'abattage d'arbres dangereux, démolition de bâtiments et voilà, avec l'idée d'améliorer l'accueil du public avec des cheminements piétons. Après cette première opération, les quantités arrachées sont déjà importantes. Reste à maintenir la vigilance pour laisser une chance à la pointe de Péraridi de retrouver sa biodiversité. Pendant la période des gras, des spécialités bigoudaines garnissent les étals des boulangeries. À Quimper, Alain et Philippe perpétuent la tradition et proposent le queen des gras. Camille Pochet a suivi la préparation d'une fournée. Dans la boulangerie d'Alain et Philippe trône le queen des gras. Dans tout le pays bigoudin, chaque territoire a son gâteau conçu spécialement pour cette période des gras. C'est spécifique au pays bigoudin, donc région de Plonéo, Pont-de-Ruzic, Pont-l'Abbé, ça ils font pas. Du côté de Pont-l'Abbé, les boulangers font plutôt de la miche dorée ou du pain doux pour cette période. Le queen est à l'honneur tous les jours dans la boulangerie pendant le mois des gras. Cette année, c'était en février. C'est une pâte à pain à laquelle on ajoute du beurre, du sucre, des œufs et qu'on pétrit. Et une fois bien mélangé, on attend que ça repose un peu, on fait des boules qu'on met dans des moules. La recette est dans la famille depuis très longtemps. On a baigné en fait dans le queen depuis tout petit, on était là autour du pétrin qui tournait, de la pâte, des odeurs de beurre et la cuisson du queen, le goût du queen, voilà, ça me replonge dans... C'est ma Madeleine de Proust, c'est le queen de Proust, voilà. Ma grand-mère était originaire de Plezévet dans le pays bigoudin et elle a épousé un boulanger, une personne qui avait un four en fait, puisqu'au début du siècle dernier, il y avait assez peu de boulangeries dans le milieu rural. Et donc elle a épousé cet homme-là et elle a apporté sa recette qu'elle tenait de sa famille et elle l'a développée. Donc puis après mon père et nous, donc notamment mon frère quand mon père est décédé. Le secret du queen des gras, les deux frères le perpétuent. Ils veulent aussi le faire connaître aux enfants. On a organisé un concours de dessin avec des écoles primaires du secteur ici de Quimper avec lesquelles on travaille ou qui sont nos voisines. Et donc on a fait un concours de dessin sur le thème des gras, la fête des gras et le queen. Si vous avez loupé le queen des gras pendant le mois de février, pas de panique, les frères Guéguin en font aussi une fois par semaine, le vendredi, pendant toute l'année. Et après 4 heures de préparation, on le déguste. Et le Finistère à la cote côté tourisme. La fréquentation touristique a augmenté de 2,6% dans le Finistère en 2015, avec plus de 29 781 000 nuitées enregistrées dans le département. Le Finistère se classe en 9e position du top 10 des départements prisés par les Français pour leurs vacances, le Morbihan étant à la 7e place. Et comme chaque jour, dans l'instant T, nous prenons des nouvelles de Marc Pointu, isolé dans le phare de Thévenec, au large de la Pointe du Raz. C'est l'instant Thévenec. Alors aujourd'hui, nous partons visiter la partie nord de la Maison Feu. Il y a beaucoup de vent de l'autre côté, donc je ne suis pas sûr que le son soit excellent en ce moment-là, mais ça fait rien, nous y allons. Donc vous reconnaissez le passage vers l'ouest. Voilà. Et ce pignon nord a une particularité, nous sommes déjà dans le vent là, d'avoir reçu l'installation des 4 cuves lors de l'automatisation du feu en 1910. Donc vous apercevez ici l'embase des cuves qui ont été coupées depuis, bien sûr,
je fais monter. Voilà, ce sont des cuves où l'eau séjourne désormais, l'eau de mer, lorsque les vagues y viennent. Voilà. Ah, remarquez, ça fait un très beau bain de siège, hein, face au large. Là, vous pouvez apprécier donc ce splendide panorama, l'ensemble des courants qui viennent se briser sur les récifs qui bordent Thévenec. Je vous dis donc à demain pour la suite de la visite. Et on reste en mer avec un exercice grandeur nature au large de la Pointe Bretonne ce mardi. Avant de quitter nos côtes, le cargo Emma Maersk a joué le jeu du remorquage avec l'Abeille Bourbon. L'occasion de tester la prise au vent d'un navire de 397 mètres de long et sans chargement. Le groupe Merzine sort un nouvel album, le 6e en 20 ans d'existence pour les lutins landernéens. Quel est son secret de longévité? Réponse tout de suite avec nos invités. Le groupe Merzine se compose de 6 garçons, dont le chanteur Pierre Le Bourdonnec et le batteur Jean-Christophe Couliou qui sont avec nous aujourd'hui. Rares sont les groupes de rock, messieurs, qui durent dans le temps. Et c'est le cas de Merzine qui a plus à garder quasiment sa team originelle. D'ailleurs, comment il est né, ce groupe? Un classique, sur les bancs du lycée, comme beaucoup de groupes. D'où la longévité, parce que ça a commencé très tôt aussi. Ouais, ça a commencé tôt, puis on se connaissait déjà avant le groupe en plus. Donc, enfin, mis à part toi qui arrivais un peu plus tard. Ouais, je suis arrivé après. Mais voilà, le reste du groupe, c'est vrai qu'on se connaît vraiment depuis très très longtemps. Donc effectivement, ça a servi aussi pour la longévité du groupe. Puisque donc, ouais, c'est il y a ça, un certain en fait, respect aussi en dehors ouais. de la musique, déjà entre nous. Ouais, ça fait partie du secret, je pense. On pose souvent la question. C'est vrai que voilà, ça aide aussi pour avancer dans la même direction. De rester groupé, et, enfin, personne n'a voulu quitter pour faire son c'est chemin. vraiment ce qu'on peut appeler un groupe. On travaille tout en groupe. Les décisions se prennent en groupe. Ouais, c'est ça. Démocratie au sein du groupe. Près de 700 concerts à votre actif, c'est essentiel, la scène aussi, pour ne pas perdre le public, parce qu'il ne suffit pas de durer, il faut aussi garder son public, Jean-Christophe. Ah bah oui, la scène, de toute façon, pour un groupe de rock comme nous, c'est l'essentiel, c'est là qu'on se retrouve, qu'on s'amuse avant tout, quoi. C'est vraiment la scène, le partage avec le public. Surtout là, on a hâte de retourner sur la scène, parce qu'on s'est fait un petit peu oublier exprès pour préparer cet album, justement, parce qu'on a mis une année à le faire. On a pris le temps de le faire tranquillement à la maison, dans notre propre studio. Et du coup, on a hâte de retourner sur scène pour défendre ces nouveaux morceaux. Et voilà quoi. Et puisqu'on parle de scène, alors on va se faire plaisir en écoutant un extrait du groupe Merzine en live. C'était sur la scène de La Velvore en janvier 2015. Regardez. Regarde le monde, la terre qui penche, le senti, la résistance n'est qu'espérance, l'entends-tu? Viens mon frère et brisons le silence. De concert, nous ferons mieux tous ensemble. Le cri des indignés, le cri de l'indigné. Pas d'ailleurs, pas de fuite, nous tairons les sources de nos origines. Sans frontières ni limites, envisageons les images qui n'ont pas de suite. La rumeur gronde. Dans les premiers albums de Merzine, il y avait, on entendait la bombarde, il y avait une celtique touche très présente. Hein. Et puis ça a un petit peu disparu au cours du temps. Expliquez-nous un peu pourquoi, Pierre. Ça n'a pas disparu, non. C'est une erreur. On l'entend moins, en tous les cas. En fait, elle utilisait différemment. C'est vrai que les instruments de prédilection de base que Ludo joue dans le groupe, il ne savait que jouer de la bombarde et de la flûte à l'époque. Puis c'était aussi, il faut l'avouer, ce qu'on voulait développer, hein, avoir un instrument de notre région. Tout en l'accouplant avec le rock. Après, ce qui est important de retenir avec Merzine, c'est que c'est un groupe en perpétuelle évolution. Donc c'est vrai qu'on n'a pas conçu quelque chose de figé. Au contraire, c'est vrai qu'on est parti musicien de lycée, et puis c'est devenu carrière. Donc aussi, on s'est intéressé vraiment profondément à ce qu'on pouvait faire de notre musique et à la faire évoluer selon nos attentes. Et donc voilà, ça a été une constante évolution jusqu'à maintenant, jusqu'à ce dernier album. Alors c'est vrai que les instruments celtiques sont toujours là, d'ailleurs sont assez présents sur Babel. C'est le nouvel album. Mais effectivement utilisés de façon plutôt plus subtile, disons.
La bombarde n'a pas forcément lieu à jouer tout le temps des mélodies inspirées de la musique bretonne, ni sur des thèmes forcément bretons, mais elle peut avoir parfois des lignes qui se rapprochent d'une guitare électrique. Donc on l'utilise de façon différente de ce qu'on pouvait faire au début. En tout cas, s'il y a quelque chose qui reste depuis le début, c'est que les chants sont en français. Oui. Ça, exact. c'est la marque de fabrique de Merzine. Oui, c'est vrai qu'on défend entre autres un rock français, effectivement. Ensuite, il y a un morceau en anglais là, sur l'album. Pour la première fois. C'est uniquement parce qu'il s'appelle Babel. Et donc c'est vrai qu'on y tâche beaucoup d'importance. La musique, pour nous, c'est un tout. C'est pas essentiellement. La musique, c'est un divertissement souvent pour les gens, mais pour nous, on le voit plutôt aussi comme une forme d'art, comme un tout. Et on aime bien justement associer des textes en français qu'on aime travailler sur les sonorités, ce qu'on veut dire. Il y a eu un espèce de renouveau du rock français en France. Enfin, en français, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quelques années, le rock se chantait beaucoup en anglais. Et là, on voit depuis quelques années des groupes comme Feu de Chatterton qui rechantent en français. Ça a dû vous faire plaisir de ne plus être tout seul peut-être à chanter en français. On n'a jamais été tout seul. Non, mais jamais. C'est vrai que le rock, c'est très anglais aussi. Oui, voilà. Effectivement, c'est une mouvance depuis plusieurs années. Beaucoup de groupes français chantent en anglais, toujours énormément. Effectivement, là, comme un groupe Feu de Chatterton, moi je connais pas, j'ai pas écouté l'album encore, mais j'ai entendu parler, je commence à entendre un peu à la radio aussi. Comme ça qui et on sent qu'il y a aussi un amour du français, effectivement. Et que ça peut très bien sonner aussi dans le rock. Oui, vous l'avez prouvé en 20 ans. C'est plus dur à faire sonner. Et le challenge de l'anglais, alors, ça vous avez pris du plaisir en anglais? Oui, j'ai une copine là qui parle très bien anglais, qui m'a un peu copié. Les accents. Il a bien travaillé en anglais. Non, regardez un accent français justement pour pas faire comme tout le monde. Donc parlons un peu plus précisément de cet album Babel. Déjà, pourquoi Babel? Hormis qu'il y a du français et de l'anglais, qu'il y a donc déjà deux langues. Ouais, c'est un titre de l'album déjà qui a donné son nom à l'album. Ouais. Puis effectivement, c'est ce clin d'œil au mythe de Babel. C'est encore un album c'est un peu notre cheval de bataille, nous, dans l'écriture. On parle souvent de l'homme, de l'humain, de on traverse ses démons, ses passions, ses réussites, ses échecs. Et Babel, effectivement, c'est l'homme qui veut se rapprocher de Dieu et qui construit une tour. Et Dieu, pour le punir, invente le langage, les langues. Et la diversité des langues font que les gens ne se comprennent plus. Et il y a aussi évidemment à travers cet aspect mythologique, je veux dire plutôt ésotérique même, aussi un clin d'œil justement à ce que peut être notre société aujourd'hui. On sent bien que la société... on dit de cet album qu'il est plus noir, plus sombre que les précédents. J'imagine que vous le voyez aussi comme ça. Pourquoi? Est-ce que justement c'est la société de l'actualité qui vous influence? Bien sûr. Après, effectivement, j'ai vu quelques chroniques comme ça où l'album, c'est vrai que les gens prennent ce qu'on dit, effectivement, si on parlait un peu de nous ou vraiment que de ce qui nous entoure. Après, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées aussi, qui n'aident pas que de nous. Le premier morceau de La Planète, par exemple, c'est inspiré de Bernard Werber, par exemple. Il y a des choses inspirées aussi par le cinéma. C'est aussi des ambiances, mais ça tourne toujours autour de l'humain, effectivement, ce qui est notre discours favori. Vous parlez de La Planète, justement, c'est le titre qui ouvre l'album. On va regarder un extrait du clip tout de suite. Les glaces fondent, la marée monte, j'engloutirai ce que je peux. Homme, c'est géant jusqu'au dernier dieu. Ne vois-tu rien, ne sens-tu pas? Toi qui es sage, toi qui es vieux. Tout vos mirages, tout vos forages dans l'écorce de mes bras, alors qu'il vous suffit d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. J'absorberai ce que tu es, j'enlèverai ce que tu extrais. Là pour mon sang, les tonnes de mépris. Je détruirai ce que tu sèmes, je cracherai tous vos débris. On n'a plus beaucoup de temps, messieurs. Une question, vous n'avez jamais eu envie d'une présence féminine dans votre groupe 100% masculin? On en a une. Dans notre équipe technique. Cachée dans l'ombre. Fabienne, qui est éclairagiste du groupe depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans pratiquement. Bon. Une question à Nicolas Diaz, parce que qui avait envie de vous poser une question? Allez-y. Non, je voulais savoir si Merzine avait noté une évolution en termes de consommation et d'écoute à travers les plateformes numériques. Est-ce que vous avez noté une baisse de vos ventes de CD physiques, j'entends, ou une vente portée sur le numérique? Voilà. La musique est devenue gratuite depuis un moment. La musique, personne ne peut s'en passer. C'est un bien de consommation qui est rentré finalement gratuitement, comme si on allait chez le boulanger, qu'on prenait sa baguette comme ça. C'est un peu ça. Après le numérique, effectivement, les plateformes maintenant, ça permet d'avoir effectivement un plus large public. Finalement,
On n'y gagne rien, mais par contre, notre musique peut être écoutée partout, en par termes de tout le monde. diffusion et en termes de scène, est-ce que le public est beaucoup plus nombreux? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que le numérique a aidé à emmener plus de monde sur la scène? C'est pour voir quelque chose d'organique sur scène. Mais je trouve qu'on retrouve un public plus jeune depuis quelques années. Peut-être via le numérique. C'est vrai qu'à un moment, on était plus face à des trentenaires, et maintenant, depuis quelques années, on voit des petits jeux. En tous les cas, pour vous voir en concert, que vous soyez trentenaire ou même quarantenaire, vous avez là beaucoup de dates cette année avec le Babel Tour. On retiendra celle du Finistère au Family à Landerneau, à la maison pour vous, le 1er avril, au lancement du carnaval. Vous y fêterez officiellement vos 20 ans. J'imagine qu'on aura peut-être des petites surprises. Pas du tout, mais bon. En attendant, vous êtes en showcase à l'espace culturel de Leclerc-Landerneau. C'est ce samedi. Merci. À 16h, tout est dit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Nicolas Diaz, vous œuvrez donc à la Maison du Libre à Brest, un lieu qui rassemble des informaticiens, mais aussi des musiciens, des écrivains, des artistes, des profs et toute personne voulant promouvoir des contenus libres de droit. Aujourd'hui, vous souhaitez acquérir des imprimantes 3D que vous mettrez en libre service à la Maison du Libre. Pourquoi vouloir ces imprimantes 3D? À quoi ça va servir? Ces imprimantes 3D vont nous permettre de continuer à nous amuser, parce que c'est ce qui nous importe par-dessus tout, c'est savoir prendre du plaisir à travers la connaissance de certaines technologies, et l'impression 3D est devenue pas seulement à la mode, mais assez intéressante, et je dirais même importante en termes de lutte contre l'obsolescence programmée. Notamment, grâce à une imprimante 3D telle que vous la voyez sur l'écran, on peut reproduire, répliquer une pièce de plastique qui permet de redonner un second souffle, une seconde vie à un équipement d'électroménager cassé. Et donc ça, c'est tout de même une certaine révolution. Et notamment, les grandes marques d'électroménager, je vais en citer aucune, sont en mesure aujourd'hui de proposer, à travers leur service après-vente, ce type d'impression 3D pour justement faire à la demande, recréer à la demande des pièces cassées, et donc éviter aux consommateurs de racheter un équipement neuf. On peut travailler que le plastique. Pour l'instant, oui, la maîtrise de l'impression 3D avec le plastique est beaucoup plus... il y a un degré accru de maîtrise. En revanche, il y a quelques matières comme le bois ou à base de fils de bois, de colle à bois qui sont en train d'investir le marché. Mais voilà, on est au balbutiement de cette déclinaison d'impression 3D. La Maison du Libre accueille des jeunes de 8 à 17 ans pour monter des projets de bidouille numérique. Ça, c'est tous les samedis. C'est cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce qu'ils vont aimer faire avec cette imprimante 3D? Peut-être que c'est pas pour les pièces de machine à laver ou des choses comme ça. Alors pour le coup, on en revient au plaisir et à la curiosité. Ces jeunes dont vous parlez, on les appelle les petits hackers de la Maison du Libre, et ils sont fabuleux parce que au-delà de leur scolarité hebdomadaire, ils viennent le samedi à la Maison du Libre au 214 rue Jean Jaurès apprendre des choses, fabriquer des robots, construire des choses, parfois les déconstruire pour les reconstruire derrière, et à travers donc l'utilisation de ces imprimantes 3D, ils vont pouvoir confectionner des pièces de robots et améliorer leurs robots qui sont pourvus de senseurs en termes de son, tout est sur le site de la MDL, mdl29.net. C'est une activité qui constitue le cœur de la MDL, parce que c'est l'avenir, et surtout, pour finir, la MDL défend l'informatique à dimension humaine, c'est-à-dire que on a envie d'avoir des technologies qui servent l'utilisateur, qui ne vont pas contre l'utilisateur. En tous les cas, juste une dernière question, ça coûte combien ? Ça coûte combien? Alors là, on est sur un modèle qui avoisine les 1000 €, sachant qu'il y a du consommable, comme dans toute impression. Donc l'impression 3D nécessite d'acheter des consommables, donc du fil plastique. Donc 2 imprimantes plus le consommable, 2400 €. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous avez mis sur la plateforme de financement participatif. Absolument, oui. Kengo.bzh. Donc si le projet vous intéresse et ça vous concerne, puisque c'est vous qui pourrez vous en servir de ces imprimantes libres en 3D, vous allez sur Kengo.bzh.
Pour l'instant, vous avez récolté 1090 €. C'est pas mal parce qu'il reste encore 29 jours, Nicolas. Oui, c'est assez honorable. Et puis, ça nous permet de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'on sait faire, sur quelles sont nos limites, et évidemment parce qu'on cherche à acquérir ce type de matériel. Et puis, comme on ne bénéficie pas encore de la réserve parlementaire et des subventions, on essaye pour le coup de faire fonctionner des outils qui sont mis à disposition par Kengo. Et c'est voilà, on fait travailler en local. On vous souhaite en tous les cas de réussir et d'aboutir ce projet. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Julie et merci à tous les deux Merzine d'être venus. Bon anniversaire. Et bon anniversaire. Voilà, nous on se retrouve demain, même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.